Bien, merci. Donc, de façon tout à fait arbitraire, comme à chaque fois, on commence par une table au hasard. Et ce coup-ci, on a décidé que le hasard vous désignait. Donc, on va vous laisser embrayer avec une première question. Moi, ma question, c'est est-ce que lorsqu'on est une femme, c'est normal d'avoir peur d'être seule dans la rue? C'était une première question sur les questions de genre dans la rue. Je vais laisser, je pense, Sophie Loargan répondre, sachant qu'il n'y avait pas eu d'autres interventions sur le sujet, juste en regroupant sur les autres questions, on avait... Si, je crois qu'il y avait cette table qui était aussi sur ces... vous pouvez peut-être poser la question qui est proche. Bon, bah, c'est moi qui ai le micro. Sophie. Comment prendre en compte la vision des différents publics? Alors nous, on avait enfants, femmes, personnes âgées. Quand les décisions sont prises en compte par des hommes, et notamment des hommes valides, en pleine force de l'âge, etc. Voilà. Bien, je vais laisser peut-être Sophie introduire, et puis si les autres intervenants veulent se plier aussi au jeu des réponses. Bien, alors, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Non. Le principe, c'est une construction sociale des genres dans les rapports hommes-femmes qu'on a pu travailler et analyser. Il y a une construction de l'appropriation de l'espace public qui est différent entre les hommes et les femmes, notamment en Occident, qui est construit depuis la petite enfance. Et notamment, ce qu'on dit pour illustrer, c'est que les hommes... sont dans un espace public ou dans un espace de mobilité, ils s'assoient, ils discutent, et les femmes, elles font que passer. Elles circulent, elles ne s'arrêtent jamais, parce que du coup, elles ne se posent pas, elles ne s'approprient pas l'espace. Donc le fait d'avoir peur, c'est une construction aussi culturelle. Il y a des réalités, parce qu'il y a du harcèlement de rue, il y a des violences urbaines, et qu'il ne faut pas les oublier. Je vous rappelle, il y a 100% des femmes qui ont subi une agression verbale ou sexuelle dans les transports en commun. 100%, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui sont dans la salle ont subi à un moment donné une agression au moins verbale ou sexuelle dans les transports en commun et dans l'espace public. Donc c'est pas quelque chose d'anecdotique, ça existe. Donc effectivement, c'est normal d'avoir peur parce que c'est une réalité d'un comportement masculin, mais c'est aussi une construction depuis la petite enfance, voilà, diffusée alors dans le milieu familial, mais aussi par les institutions publiques, où on explique quelle est la place que doivent avoir les petites filles et les petits garçons dans l'appropriation de l'espace public, dans les équipements sportifs, dans les espaces de la mobilité, dans l'espace de la ville. Et donc, c'est où est-ce qu'on est autorisé à être ou ne pas être. Et dans cette autorisation, on a souvent un discours aussi très sécuritaire de la part, et notamment ça s'est concentré sur les petites filles, et de plus en plus, de toute façon, les garçons aussi dans leur construction, ils ont intégré ces problèmes de sécurité. Mais donc, c'est normal avec tout ça que vous ayez peur la nuit. Ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi les institutions publiques, les collectivités, n'agissent pas plus pour faire une transformation sociale sur ces questions-là. Voilà. Et notamment, quand on continue à produire des schémas, pour aller sur la deuxième table et répondre à Nathalie, quand on produit des schémas qui sont très normés et qui vont concerner une majorité de population, majoritairement masculine, parce que c'est le flux d'actifs, le flux voilà, auquel on pense à l'usager qui est stéréotypé, c'est-à-dire voilà, l'homme standard, actif, etc., on va toujours nous dire, mais oui, mais si on différencie toutes les catégories, les femmes vieillissantes, les femmes handicapées, les enfants, etc., on ne va pas... voilà, faire à chaque fois pour chaque public une adaptation d'équipement, etc. Mais passer à côté de ça veut dire continuer à faire de l'aménagement de territoire et de l'aménagement urbain qui ne s'intéresse pas aux questions de société. Voilà. Et donc finalement, vous aurez toujours, en termes de droit à la ville, des populations qui se considéreront comme n'ayant pas droit à cette ville de la même façon. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le droit à la ville pour les femmes en particulier. Et notamment, si ce droit à la ville, il ne propose pas une solution, dans les métropoles aujourd'hui, alors je parle de Grenoble, mais la semaine dernière à Bordeaux, on a eu les mêmes débats, c'est la manière dont les collectivités territoriales s'organisent pour que tout le monde puisse accéder à la ville, quel que soit son statut, son sexe, ses origines, etc. Alors on parle des femmes, mais ça peut être sur la question de l'homosexualité, enfin voilà, sur différents sujets. Donc oui, c'est normal que vous ayez peur parce qu'on vous a construit, on vous a éduqué à avoir peur à la ville, et on vous a dit que pour les femmes, la ville, elle était anxiogène, méchante, et en plus, vous avez peur la nuit parce qu'il n'y a pas assez d'éclairage, et voilà. Et donc, grâce à vous, on va faire de l'éclairage. C'est pour ça que je suis devenue une géographe de la lumière. Voilà, je pense. Ça doit traîner quelque part. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions qui se posent à chaque fois sur le genre, sur la question de l'éclairage, les conflits avec l'écologie urbaine,
qui peuvent être résolus. Il y a plein d'exemples en Europe sur ça, pour pas qu'on reste sur le moustique, comme je dis à chaque fois, ou les espèces endémiques au profit de l'éclairage, voyez, par spot comme ça, hyper chronophage. Donc on a des manières aussi aujourd'hui, on connaît, il y a plein d'exemples en Europe d'adaptation des contraintes écologiques avec des approches de genre en respectant des enjeux sociétaux et du développement durable. Voilà pour commencer. Merci. Un autre intervenant qui veut réagir sur ce même propos? Non? Très bien. Je propose qu'on passe donc à la seconde question et voir s'il y a d'autres questions qui s'y rapportent. Je la pose celle-là. Comment favoriser les cheminements piétons et vélos dans les communes rurales? Parce qu'on parle que de l'urbain, mais la métropole, c'est aussi les communes rurales. Voilà, et on avait aussi une question qui s'y rapportait un peu. Je crois qu'il y a cette table aussi qui avait une question qui était proche. Justement, comment décloisonner l'approche couronne, où très souvent c'est un aménagement qui est fait, disons, avec des lotissements qui en général ne sont pas traversants, et donc ce qui reporte toute la circulation piétonne et cyclable, en fait, ça rallonge les trajets et ça reporte la circulation sur les voies en général avec plus de circulation automobile. Voilà. Oui, je peux peut-être commencer à répondre. Effectivement, nous on regarde les questions d'aménagement de l'espace public à toutes les échelles, y compris celles des villages et des bourgs. Et on se rend compte souvent qu'à cette échelle-là, le premier mode de proximité, c'est la marche. Parce que souvent, à l'échelle d'un bourg, à 5 à 10 minutes à pied, et on a fait des diagnostics dans certains bourgs sur lesquels on a travaillé, tout est accessible à pied. Et alors, tout est accessible sous réserve d'avoir prévu effectivement des cheminements piétons. Et là, ça fait directement le lien avec le PLU. Et les questions d'urbanisme, où effectivement il faut avoir une politique un peu continue et anticipée sur ces itinéraires piétons, ces sentiers pédestres à la campagne qui permettent de rejoindre les centralités du bourg sans avoir à longer des routes départementales non aménagées, sans trottoir et non sécurisées. Donc il y a un enjeu dans le PLU à effectivement prévoir, au-delà des infrastructures routières traditionnelles, des emplacements réservés pour des aménagements mode doux. Et après, il y a des leviers réglementaires que sont donc les emplacements réservés, les acquisitions foncières. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir prévu les cheminements avant même que la ville soit construite et avant même que les extensions urbaines soient réalisées. Donc typiquement, dans un lotissement des années 60 ou 70 qu'on construisait en raquette, on facilitait l'accès automobile. Et donc, du coup, on a de la mobilité motorisée. Quand on essaie de casser cette logique d'urbanisme, certains, voilà, on peut y arriver. Et c'est notamment l'objectif du PLU de favoriser ces mobilités douces. Mais ça prend du temps quand on agit sur une ville qui a été construite depuis 30, 40, 50 ans. Donc ça passe par des efforts du quotidien pour identifier ces perméabilités piétonnes, essayer de rouvrir des résidences privées qui se sont fermées, des grandes zones d'activité clôturées. Donc ça passe par toutes ces étapes-là. Voilà, nous au CRM, on a développé des outils pour identifier ces coupures urbaines, et donc donner des outils aux collectivités pour derrière essayer de les résorber quand elles existent ou de les anticiper quand on est dans le cadre des documents d'urbanisme. Voilà. Après, on pourra reparler du vélo plus tard, mais il me semblait important de commencer par la marche sur ce type. Je ne sais pas, Philippe Zanola, vous voulez réagir aussi sur la question ou... Oui, c'est vrai qu'on a créé des lotissements qui étaient vraiment étanches, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule entrée voiture fermée, et l'enjeu c'est bien de créer des venelles pour relier ces différents lotissements et créer un cheminement qui soit lisible et qui soit accessible à tous, quoi. Mais ça demande beaucoup de pédagogie et puis beaucoup de discussion, parce que les copropriétaires ils ne veulent pas céder un petit bout de terrain pour faire un passage. Je l'ai vécu. Ben voilà, ça nous permet d'enchaîner un peu sur une question qui va être un peu dans la même veine de ce qu'on vient de voir, mais pas complètement. Oui, en fait, l'idée était la même. Hein, c'était comment pouvoir aménager des circulations douces qui soient les plus sécurisées et les plus directes possibles, et dans la continuité, hein, parce qu'on constate que les pistes cyclables qui existent dans Grenoble et voire dans l'agglomération, ne sont jamais continues. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles s'arrêtent et on se retrouve sur la chaussée avec les voitures, ou pas d'autre solution que d'aller sur le trottoir, ce qui n'est pas du tout confortable pour les piétons. Donc, en fait, c'est un changement de paradigme qu'il faudrait opérer chez les urbanistes. Hein. Ça rejoint un peu les réflexions qui ont été faites aussi précédemment. Le regard et la conception qu'on a eue pendant
ces 40 dernières années, voire au-delà de la ville, à vouloir toujours privilégier la voiture qui s'est faite réellement et au détriment des piétons et des vélos. Et donc, c'est comment aujourd'hui pouvoir vraiment changer de paradigme et privilégier d'abord les piétons, premièrement, parce que toujours penser que pour privilégier celui pour qui c'est le plus difficile de se déplacer, le plus fatigant, le plus insécurisant, et donc penser à cette sécurité-là. Et puis ensuite les vélos, et puis ensuite les bus, qui doivent être une alternative vraiment réelle à la voiture. Et puis les voitures en dernier, et moi je dirais même, je ne serais pas choquée qu'on interdise les voitures en ville. Je sais que beaucoup n'y sont pas prêts, mais je pense que d'ici 50 ans, on y arrivera. Au-delà de ça, ce qu'on constate sur le terrain... S'il vous plaît, ne refaites pas le débat à la place des intervenants. Non, mais c'est parce que pour le coup, j'ai un peu l'impression qu'on est squeezé dans la question, parce que ça a été déjà un petit peu en partie répondu, mais il y avait une autre question qui, je crois, qui serait très prégnée, le collègue, si on ne la posait pas, c'était cette question de la conception aussi des parkings en ville, donc parking privé ou parking public, et quelle place on donne au vélo dans ces parkings. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout prévu qu'on y gare son vélo, dans ces parkings souterrains notamment. On en voit de plus en plus. Et comment privilégier un accès à ces vélos, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prévus, tout simplement. Donc si je résume, sur la question finale, on est sur comment on prévoit, comment on intègre dans les conceptions plus de parking. Si au-delà aussi sur vos questions, parce qu'on vous a vu quand vous les prépariez, il y avait aussi la question du réglementaire et comment on laisse de la place pour les pistes cyclables, comment on réintègre ces choses-là en termes d'aménagement pour prévoir de l'espace et non plus essayer de rentrer les choses aux chausse-pieds a posteriori. Oui, sur la première partie de la question, je pense que ce que vous indiquiez sur la priorité d'abord aux piétons, puis aux cyclistes, puis aux TC, je pense que c'est quand même des politiques qu'on voit se développer de plus en plus dans les agglomérations françaises. Dans l'intention, en tout cas, d'avoir cette priorisation. Ça apparaît clairement dans les plans de déplacement urbain depuis une trentaine d'années. Dans les faits, on hérite quand même d'un réseau de voiries qui ont été conçues pour la voiture au moment où elle s'est développée, pendant la période des 30 Glorieuses. Donc je dirais qu'il faut quand même adapter la voirie actuelle à cette cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Et je pense qu'un des préalables, c'est que chacun circule à une vitesse qui soit compatible avec les autres usages. Et donc la modération des vitesses, l'abaissement des vitesses, et ça va prendre un certain temps, mais il faut quand même se rappeler qu'avant les années 90, la vitesse en agglomération c'était 60, qu'elle est passée à 50 en 1990, et qu'aujourd'hui la ville à 30, c'est ce qui est promu à l'échelle européenne et par les villes volontaires en France. Grenoble en fait partie. Donc il y a ce premier principe un peu de modérer pour faire cohabiter les usagers en sécurité, et puis après il y a évidemment des aspects d'aménagement de l'espace public dont on a déjà commencé à parler. Donc, en tout cas, le principe d'une modération de la vitesse des véhicules motorisés pour permettre la cohabitation en sécurité des modes, c'est peut-être un préalable quand on hérite de ce réseau routier. Sur le vélo, on vient de parler des aménagements, mais il est clair qu'aménager ne suffit pas. Il faut aussi permettre un usage du vélo sur toute la chaîne du déplacement, et le stationnement, c'est évidemment indispensable, puisque quand on se fait voler un vélo, pour une proportion non négligeable, on arrête tout simplement la pratique du vélo. Donc il faut proposer du stationnement partout, et il faut proposer du stationnement différencié selon qu'on se stationne pour une demi-heure. Un arceau vélo près des commerces dans une rue animée suffit. Par contre, lorsqu'on veut stationner son vélo au lieu de travail, on va plutôt mobiliser les entreprises dans les cadres de plans de mobilité pour aménager des espaces de stationnement sécurisés au lieu de travail ou au lieu d'enseignement. Et à domicile, quand l'espace privé ne permet pas de stationner les vélos parce qu'il n'y a pas de parking, on a des solutions alternatives de stationnement sécurisées qui là aussi commencent à se développer, et Grenoble a testé les vélos box sécurisés, où on peut avoir la location d'une box qui est fermée à clé en prenant la place sur l'espace public à une voiture pour y mettre une vélo box et stationner 10 vélos en sécurité. Donc, après, sur les parkings en concession, j'aurais plus de mal à m'exprimer. Je pense qu'il y a des questions de contractualisation entre les collectivités locales et les exploitants de ces parkings qui doivent très certainement rendre le principe des abonnements pour les vélos particuliers, qui n'ont peut-être pas été traités dans le cadre des concessions un peu anciennes sur ces parkings, mais je laisserai peut-être plus tard dans la conférence Yann Mongaberus s'exprimer sur la question
Je ne connais pas dans le détail les questions de contractualisation sur le vélo dans les parkings en ouvrage privé. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Non. D'autres réactions sur le sujet ou sur le sujet de l'anticipation, de l'aménagement? Non, Philippe? Non. Eh ben, on va passer sur une autre question. Oui, bonsoir. Donc, on a une question qui tourne autour de la sécurité, qu'on formulerait de la façon suivante. C'est comment partager la voirie entre les différents modes de déplacement tout en garantissant la sécurité des usagers. Exemple, sur la route entre les bus et les vélos, ou sur les trottoirs entre les piétons, les vélos, ou les nouveaux modes de transport tels que les trottinettes électriques, les hoverboards, pour lesquels peut-être la législation est encore un peu floue, quoi. Et on pense que la sécurité des usagers est peut-être un frein au bascule des gens qui sont en voiture vers ces modes doux. Voilà, et on avait d'autres tables aussi qui avaient des questions sur la question de la sécurité et du partage. C'était aussi ici. Oui, c'est un peu la même question. Je la lis. Comment prendre en considération la sécurité routière et le sentiment de sécurité vécu par les différents usagers vulnérables de la voirie, notamment en milieu rural où les vitesses sur les voies routières sont bien plus grandes? Voilà, et puis je cite aussi de mémoire des questions sur la première table où on avait la question de la sécurité, du partage, et notamment les partages piétons-cycles. Et là, on avait un cycliste et un piéton, casse-toi de là. Et ça s'est passé sur le même trottoir. Voilà, donc c'était un propos rapporté d'échange verbal entre cyclistes et piétons. Qui veut réagir là-dessus? Peut-être Philippe pour démarrer? Oui, les conflits d'usage, ils existent effectivement, mais la cause principale de ces conflits, c'est la mauvaise répartition de l'espace entre les différents usagers de l'espace public. Il est quand même paradoxal de voir que la voiture a à peu près, en zone urbaine dense, 70% de l'espace, que ce soit pour circuler ou pour stationner, alors qu'elle ne représente que 40% de part modale. Donc là, il y a une mauvaise répartition des espaces qui crée des conflits parce que les autres usagers partagent un petit bout de l'espace public, quoi. Donc la première des choses à faire après la réduction des vitesses, c'est bien de repartager cet espace public envers tous les usagers, que ce soit les cyclistes, les piétons, les autres engins de mobilité personnelle. Et en zone rurale, les problématiques de sécurité des cyclistes, eh bien, il faut les dissocier de la chaussée, quoi. Quand il y a un différentiel de vitesse qui est trop important, le cycliste n'a pas sa place sur la chaussée. Il faut créer des aménagements en parallèle de la chaussée, quoi. Oui, enfin, faut vraiment réfléchir un peu à différencier les espaces aussi dans les cœurs de ville ou les cœurs de bourg, où on a vraiment une multiplicité d'usages de l'espace public avec des commerces, des déplacements à pied, des écoles et de la circulation, parce que malgré tout, on ne va pas dans les années qui viennent, en quelques années, faire disparaître la voiture de l'espace public en France. Donc il faut faire cohabiter tous ces usagers dans ces espaces-là. Donc souvent, on est plutôt sur des solutions de partage, de cohabitation sur un même espace des différents usagers dans des conditions de modération. Mais la modération, elle touche la circulation automobile comme celle des cyclistes ou des trottinettes électriques. Donc c'est plus une question de comportement et de civisme que d'aménagement de l'espace public dans ce cas-là. Et puis après, effectivement, plus on s'éloigne des centralités où les différentiels de vitesse entre véhicules motorisés, piétons ou cyclistes se renforce. Là, on parle d'aménagement séparatif, de pistes cyclables, de voies vertes, de véloroutes et voies vertes, si on parle aussi de déplacements à vocation touristique, qui servent aussi au déplacement quotidien. Donc là, on est vraiment sur de la solution d'aménagement un peu plus lourde, un peu plus conséquente. C'est les réseaux express vélo, et si on veut proposer de la vitesse aussi aux cyclistes qui habitent à 10-15 km des centres urbains, bénéficier aussi de l'assistance électrique sur les vélos pour parcourir des distances plus longues. Et là, donc, ça requiert effectivement des aménagements un peu plus conséquents sortis des centralités de la métropole. Et quand on parle du PLU et des centralités de cœurs d'agglomération et des cœurs de village, il y a quand même beaucoup de déplacements de proximité, effectivement, mais aussi des déplacements de plus longue distance, où on va chercher à rejoindre des équipements plus centraux. Et là, il faut offrir effectivement des infrastructures plus conséquentes, notamment pour le vélo, et permettre d'assurer ces déplacements qui combinent la proximité et la longue distance. Et puis on parle aussi d'intermodalité avec les réseaux de transport collectif qu'on cherche aussi à rendre performants. Donc c'est comment accéder facilement à l'arrêt de bus et ensuite
de l'arrêt de bus central rejoindre le centre piétonnier ou l'équipement qu'on cherche à rejoindre. Donc c'est aussi une combinaison de choix de mode de déplacement qu'il faut assurer. D'autres réactions ou... Oui, non. Moi je suis assez surprise quand même parce qu'il y a quand même une conception générale là, d'une adhésion à toutes les formes de mobilité, d'utilisation des différentes formes de mobilité. Mais il faut savoir que des usages vélo, des multimodalités, quand on fait des analyses sur les métropoles, il y a des pratiques de vélo, etc., sur des cœurs de métropole. Et j'ai envie de dire, les questions de multimodalité, il y a des usagers captifs sur ces formes d'organisation. Je tiens à préciser que sur la dernière étude à Bordeaux, on a démontré que 65% des femmes qui avaient des cargos derrière elles, c'était pour gérer la gestion familiale, donc les enfants, les courses, etc., qui sont reportés du caddie dans le vélo et de la voiture dans le vélo. Donc on a quand même aussi une égalité par rapport à ça qui s'exprime. Donc je sais pas, vous avez peu évoqué les questions de temporalité, de gestion des temps de vie, des actifs, mais aussi des personnes plus vieillissantes qui se retrouvent à une demi-heure de leur logement avec un service à la demande. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question aujourd'hui pour les métropoles de gérer la mobilité et l'immobilité des personnes. Quand une personne se retrouve, on parlera peut-être après du rapport à la pente, sur des lignes de tram où elles ont accès, effectivement, mais que pour aller à leur logement social, il y a besoin d'un service à la demande parce qu'il y a de la pente, parce que c'est logé un peu loin, et que sur ce service à la demande, il y ait 3 fois dans la journée, que donc pour aller chez le médecin pour faire une course, ça prend la journée. Donc ça, il y a aussi ce rapport aussi temporel qui n'est pas égal dans les métropoles aujourd'hui. Quand vous habitez des cœurs de métropole ou quand vous êtes sur des centralités qui sont en train d'être créées, il y a beaucoup de choses qui bougent à Grenoble, sur la métropole, et c'est très intéressant. Ça se développe, mais ça reste quand même aussi une conception dominante, un peu une injonction sur la durabilité. Tous prendre son vélo, on quitte la voiture, etc. Il faut savoir derrière aussi le rapport à certaines formes d'inégalité au temps et d'inégalité d'accès au rythme de vie sur qui ça va se reporter à nouveau. Voilà. Donc ça va fragiliser, j'aime pas parler de public vulnérable, parce que je n'aime pas ce terme, et ça va fragiliser certaines personnes dans leur rapport à la ville et creuser des inégalités de l'appropriation de l'espace de la métropole. Voilà, je voulais juste dire. C'est un petit... Alors peut-être, justement, on avait une question qui était un peu dans cette optique-là sur une des tables. Mais qui était, donc une réaction qui était... En fait, il y avait plusieurs... c'était plutôt dans la discussion, ils n'ont pas forcément écrit la question, mais effectivement, c'était notamment dans le sud de Grenoblois, comment faire pour arriver à développer un transport alternatif à la voiture, comment faire pour développer des pistes cyclables avec des vélos électriques et des bornes, etc. Il me semble que vous aviez... plusieurs questions autour de ça. C'est très, très bien résumé. En fait, oui, la question, elle rejoint ce que vous disiez tous, en fait, sur l'éloignement par rapport au lieu de travail, au commerce, etc. Et comment on fait pour... Quand on est dans des... Moi, je parle pour le sud grenoblois, mais c'est pareil pour la Chartreuse, c'est pareil pour Saint-Barthélemy de Séchilienne, pour Miribel-Lanchâtre et tout ça. Et comment est-ce qu'on peut développer le cyclable déjà, le cyclable électrique parce que les distances sont longues, et puis aussi, je me suis perdu. Non, les bornes électriques, ouais, mais pour moi c'est lié au vélo électrique. Puis il y avait vous parliez d'intermodalité, de parking, de report, de parking d'échange, d'autopartage aussi, avec notamment le cas de Séchilienne et du plateau de Champagny. Donc voilà, est-ce que vous avez des pistes, est-ce que vous avez des visions un peu sur ces questions-là, sur comment on gère aussi ces périphéries, ces plus grandes périphéries, notamment quand on y ajoute la question de la pente? Quand on y ajoute la question de la déclivité ou du franchissement aussi, puisque ça a été plusieurs fois le cas, du franchissement de fleuves, de rivières, d'infrastructures importantes, de voies ferroviaires, etc. Passage de micro, patate chaude. Passage de micro, très discret. Je
je réside pas dans l'agglomération grenoblois, je connais un petit peu, donc le sud grenoblois pas particulièrement, mais les questions d'aménagement périurbain, on a commencé à les évoquer tout à l'heure. Hein, c'est sur ces itinéraires où on n'a qu'une route départementale ou métropolitaine peut-être, mais importante avec un fort trafic et des franchissements des fleuves, des rivières. On n'a souvent qu'une infrastructure conçue pour la circulation motorisée, donc pas très compatible avec ces usages nouveaux d'une route en dehors des milieux urbains. Donc ça peut passer par des solutions d'infrastructure. Donc on construit des passerelles, modes actifs, on construit des franchissements de ces coupures voies SNCF, rivières, fleuves, par des aménagements spécifiques. Donc ça suppose de planifier, de financer, de programmer, mais bon, quand on met en relation le coût d'aménagement et d'entretien des infrastructures routières, souvent aménagées pour les vélos et les piétons, ça reste... alors, c'est pas forcément prioritaire aujourd'hui, mais il y a des... Alors, je laisserai les élus s'exprimer là-dessus, mais il y a des villes, en tout cas en Europe et dans le monde, qui ont montré que ça pouvait être prioritaire et que ça avait des effets sensiblement efficace, surtout quand cette politique s'inscrit dans la durée, encore une fois. Alors on prend très souvent en exemple les Pays-Bas, Copenhague, c'est le Danemark, Copenhague, mais aux Pays-Bas, Amsterdam, et des pays qui depuis 30-40 ans ont une politique continue d'aménagement où on voit des choses effectivement qu'on aurait du mal à imaginer en France. Pour autant, j'ai habité quelques années à Lyon, et des passerelles pour les piétons, les transports collectifs et les modes actifs, il y en a quelques-unes qui ont été ouvertes et inaugurées depuis quelques années pour franchir le Rhône et la Saône. Donc on trouve aussi des exemples extrêmement intéressants en France où on commence à investir parfois quelques millions d'euros pour construire un ouvrage d'art dédié aux piétons, aux cyclistes, aux tramways, aux bus. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même ce mouvement-là. Ouais. Ouais. À Lyon, elle existe aussi, effectivement. Le vélo à assistance électrique, c'est une des réponses. Et puis après, tout le monde ne peut pas faire du vélo. Donc moi, j'ai entendu parler tout à l'heure d'usage alternatif de la voiture. Donc l'autopartage, par exemple, quand il a commencé à se développer, ça a été vraiment une solution de cœur de ville où on venait apporter une solution de mobilité supplémentaire, alors qu'on desservait déjà finalement des gens qui ont accès à tous les services de mobilité de cœur de ville. Et avec des difficultés à imaginer que ça fonctionne en milieu rural. Et en fait, si, ça fonctionne en milieu rural, mais ça suppose un effort particulier, peut-être un soutien dans un premier temps des institutions, de la mairie qui va se dire j'utilise cette voiture en autopartage sur la place de la mairie pour les déplacements professionnels de mes agents, des élus. Et petit à petit, ça va faire fonctionner le service et le rendre viable économiquement. Et petit à petit, les habitants du village, du bourg, vont voir une voiture qu'on peut utiliser, on peut s'abonner, il faut communiquer dessus. Et petit à petit, ils s'inscrivent au service, testent la voiture et commencent à l'utiliser. Donc on a un témoignage dans le parc du Pilat où effectivement une commune très rurale a vu s'installer une première voiture en autopartage et puis face à la demande, une deuxième voiture arrive et petit à petit on propose une solution de mobilité pour des personnes qui peut-être ne peuvent plus faire du vélo et se déplacer à pied sur des longues distances et qui n'ont pas forcément les moyens ou le souhait d'acheter une voiture. Donc typiquement, et puis il y a aussi l'autopartage dans la sphère privée, donc c'est-à-dire simplement du relationnel entre voisins, se prêter les voitures, etc. Donc il faut aussi penser à ces solutions-là et rappeler que voilà, 70-80% des ménages en France ont une voiture. Donc essayons de les utiliser de façon plus collective plutôt que chacun sa voiture pour soi. Alors, sur la gestion des périurbains de la métropole, il y a pas mal de collectifs qui ont créé de manière associative et autonome du covoiturage. Il y en a à Voiron, il y en a à Crolles. Enfin voilà, il y a ces espaces-là de covoiturage qui ont été faits, qui n'ont pas été trop soutenus par les institutions, qui ont des gens qui sont organisés avec leur plateforme internet, ils ont covoituré, ils ont échangé. Très clairement, ils expliquent que ça fonctionne très bien sur de domicile-travail, sur un même endroit, mais dès qu'on introduit des questions de transport familial ou autre, enfin, je vous embête encore avec ça, mais sur la Chartreuse, les femmes en termes de déplacement, le travail que j'ai effectué avec le parc naturel régional de Chartreuse, c'est 3 heures de déplacement quotidien pour gérer la famille et les activités, et c'est les femmes qui s'en occupent. Il ne faut pas croire que ça devient une vraie compétence organisationnelle du domestique, la mobilité, et ces temps de mobilité, c'est les femmes qui s'en occupent. Ça, il faut bien le comprendre, et que de toute façon, sur le report modal, comment vous allez expliquer à une maman avec 2-3 enfants qui doit gérer des transports scolarités sur des endroits éloignés, qui doit gérer des temps d'activité scolaire, des rendez-vous médicaux,
de le faire par un autre système que peut-être du covoiturage ou de l'automobile. Enfin, voilà. Je vois très mal faire ça, vous voyez, en pente sur du vélo, voilà, sur des pentes. Donc, je pense qu'il y a aussi à prendre conscience qu'il y a une limite, ou soit il faut qu'il y ait vraiment des transports organisés collectifs, de bus, enfin voilà, et ça demande aussi un investissement important des structures publiques, et on sait bien que les deniers sont un peu restreints. Voilà, mais ça, il y a vraiment ce côté aussi de la ruralité des montagnes présent dans les métropoles aujourd'hui et dans le contexte grenoblois sur le rapport à la pente, qui pose des vraies questions aussi sur les usages individuels et collectifs, et comment on partage ces temps de mobilité, comment voilà, les hommes s'investissent plus aussi dans cette organisation, mais aussi qu'est-ce qu'on met à disposition, à quel moment, s'il y a de la voiture partagée voilà, dans le Pilat ou dans des parcs, qui l'utilisent, et comment on va faire ça en termes de solidarité locale. Donc c'est pas si évident de ça. Je tiens à rappeler que les usagers du vélo de la pente sont des fois au-delà de 30 km/h. Je le teste tous les jours dans ma commune. On a aussi une liberté à Grenoble du vélo, et aussi quand on parlait de sécurité, parce que vous parliez de civisme, de respect sur les voiries, les gens qui s'insultent, enfin voilà, ça arrive très régulièrement. Mais il y a aussi, je pense, des choses à réguler du côté du vélo. Sur la pente, moi j'ai régulièrement, je ne citerai pas ma commune où j'habite, mais j'ai régulièrement des vélos qui doublent très rapidement. Ils sont au-delà de 30 km/h, ils vont plus vite que certaines voitures. Ça crée des conflits d'usage. Voilà, il y a aussi, quelque part, c'est pas que les méchants et les gentils. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas que les gentils qui utilisent la mobilité douce, les transports raisonnés, le vélo électrique, et les méchants automobilistes. Je pense que s'ils utilisent la voiture, c'est un confort, mais c'est aussi, faut le voir aussi, pour certaines catégories, un moyen d'organiser au mieux le quotidien. Voilà, et les activités de la semaine pour gérer tous les rythmes d'activité. C'est peut-être aussi parce que les services urbains n'ont pas été construits comme ça. On parlait de... Voilà, moi je connais mieux Rotterdam, etc. par rapport à ça, où il y a effectivement des reports modaux, où dans la ville de Vienne, il y a des transports à la demande organisés. Il y a eu tout un travail sur l'aménagement urbain par le genre, où il y a, ils savent à l'îlot près, un homme ou une femme, les besoins qu'ils ont au niveau familial, les services à la demande à mettre en place. Bon, c'est un investissement, et sur des grandes échelles métropolitaines, c'est pas pareil que sur 20 000, 30 000. Voilà. Il faut savoir aussi estimer le coût public de ça, et le coût privé aussi pour les ménages. Voilà. Juste. Bien, on va peut-être poursuivre un peu dans la même problématique, mais en essayant d'avoir une petite bascule sur la poursuite du côté du réglementaire, avec une question qui arrive. Oui, moi je voulais prolonger un peu le débat qu'on a sur justement la mobilité partagée avec des parkings mutualisés. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, dans l'étude des PLU, on se préoccupe beaucoup du plan d'occupation des sols des habitations, mais en fait, on ne voit pas de réserve foncière pour justement, dans le périurbain, dire on va réserver des espaces pour faire ces parkings relais. Et puis en périurbain, souvent on a beaucoup plus de place pour essayer de faire des aménagements ce type capteurs solaires qui pourraient être gagnant-gagnant avec ce qu'on va revendre comme électricité pour faire des bornes de rechargement ou bien de l'autopartage électrique. Et moi, je suis déçu de ne pas voir, enfin, pour ce qui nous concerne, dans l'analyse qu'on a fait du PLU dans notre commune, on ne voit pas ça. On ne voit pas d'emprise foncière pour régler ces problèmes. On ne voit pas une politique volontariste pour dire on prend des espaces, on réserve des espaces pour les voies piétonnes, pour les voies cyclables et pour des parkings relais. Alors, pour moi, c'est une double problématique parce que en fait, quand on est en périurbain et à quelques dizaines de kilomètres, on n'est pas très loin de la ville. Et puis, qu'est-ce qu'on demande? Les transports en commun. Et les transports en commun, ça coûte cher. Voilà. Et ça coûte cher et fatalement, ça ne va pas répondre toujours à tout moment aux besoins et aux horaires qui vont bien. Alors que réussir à mutualiser des véhicules à condition qu'on enclenche la dynamique et qu'au moins on fasse l'effort de réserver des espaces, ça permettrait de créer quelque chose. Alors j'avais la même remarque concernant ce qu'on a dit tout à l'heure pour les cheminements piétons dans les lotissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un règlement d'urbanisme, on impose en fait aux lotisseurs de s'intéresser de la viabilité du terrain avec des eaux usées, des eaux pluviales et puis un réseau électrique. Mais un réseau de circulation, c'est un réseau. Pourquoi on ne demande pas dans un règlement intérieur
au moins au promoteur, au moins au lotisseur, de lui dire « Monsieur, vous avez l'obligation de faire un volet pour regarder comment, à l'intérieur de votre lotissement, vous allez relier les arrêts de bus de transport en commun, comment vous allez relier le parc de commerce, la place du village où il va y avoir des commerçants. Donc pourquoi on ne fait pas l'effort réglementaire d'imposer, sans imposer un pourcentage, comme des fois on le fait, on dit il faut tant de pourcents de parking pour tant de logements, et les mecs ils se creusent la tête pour savoir où il va les mettre. Mais au moins, dans ton lotissement, il y a au nord, tu peux aller vers là, au sud, tu peux aller vers là, et puis c'est là que tu vas ouvrir des cheminements pour laisser passer les piétons, ou bien rejoindre une piste cyclable quelque part. Voilà, moi je voudrais qu'on réfléchisse aussi à l'évolution réglementaire, c'était un peu le prolongement des deux thèmes. Merci. Et donc on avait eu une question sur la table à côté qui était aussi sur ces questions de réserve foncière plutôt en milieu urbain pour avoir du partage et anticiper un peu plus sur les éléments à mettre, les circulations mode doux notamment. Là, je vous laisse réagir à ces propos et à cette bascule vers le réglementaire. Là, on ne peut que partager ce constat, là, mais ça, c'est des choix politiques. Ah, mais si, quand même, c'est politique, ça. Oui, c'est évidemment des choix politiques. Et c'est ce que vous soulevez d'ailleurs, c'est comment nous réussissons à inverser la chaîne des priorités à partir du déplacement de proximité et donc de la porosité piétonne, de la cyclabilité, du partage de véhicules et transports en commun. Et si on inverse véritablement cet ordre de priorité, ça induit effectivement, y compris dans le réglementaire, de se donner d'autres priorités. C'est-à-dire qu'avant d'aménager, au lieu de penser d'abord combien on va stationner de véhicules motorisés, de se questionner sur comment on organise la porosité piétonne dans un équipement pour pouvoir limiter le besoin du véhicule motorisé. Et là, pour le coup, on est au cœur du plan local d'urbanisme intercommunal, parce qu'autant le plan de déplacement urbain va pouvoir penser les infrastructures, et il faudra bien penser des infrastructures de transport en commun, des infrastructures cyclables et même des infrastructures routières, mais la question de la porosité piétonne relève véritablement des réglementations qu'on va pouvoir mettre en œuvre et des réserves foncières. La question, pas seulement des parkings relais, mais de tous les points de covoiturage, des aires qu'on se donne de ralliement pour pouvoir retrouver des usages de véhicules partagés, ça va relever de ces réserves foncières aussi. Donc on est pour le coup clairement au cœur du plan local d'urbanisme intercommunal, et c'est le moment où la collectivité peut se donner véritablement, ou pas, les moyens de l'inversion de la logique à laquelle vous nous invitez à juste titre. C'est la même chose, si vous le permettez, sur le stationnement vélo. Je veux dire deux mots sur le stationnement vélo. Vous avez posé à juste titre la question de pourquoi on ne pourrait pas penser de mettre des vélos dans les parkings sécurisés. Si on a fait de super parkings sécurisés qui permettent de stationner des voitures, on peut y envisager de mettre des vélos. Ça tombe bien, ceci dit, on vient de le tester et donc on va pouvoir le généraliser. Il faut juste nous laisser un peu de temps avec les exploitants privés. Quand on a un exploitant privé, c'est toujours moins facile que quand c'est la collectivité qui exploite directement, parce qu'il faut du coup recontractualiser. Mais on va y parvenir. Mais le stationnement vélo, c'est aussi dans les habitations, c'est aussi, et ça a été dit au travail, comment on conçoit avec autant d'importance, pas plus, pas moins, autant d'importance la question du stationnement vélo que du stationnement voiture, parce qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est de stationner. Ce dont on a besoin, c'est d'outils pour se véhiculer. Et le vélo est un outil, comme le véhicule motorisé est un outil. Il faut qu'on devienne un peu plus agnostique sur les différents outils de mobilité qui sont à notre disposition, et donc il faut les penser un peu plus équitablement. Voilà peut-être, je ne sais pas, Nicolas, sur des expériences de réserve foncière ou de politique publique un peu volontariste. Enfin, j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour poser ce débat, puisque voilà, le nouveau PLU et les PLU de génération en génération sont de plus en plus orientés vers ces sujets de la mobilité et interfacés avec les sujets de la mobilité. C'était peut-être auparavant vu comme un document qui ouvre droit à construire sur des terrains ou au contraire qui réserve des terrains à l'agriculture et aux espaces naturels. Aujourd'hui, de plus en plus, et je pense que
Ça date aussi de lois comme la loi de solidarité et renouvellement urbain au début des années 2000. Donc c'est une prise en compte progressive qui fait qu'aujourd'hui, par les documents d'urbanisme, on conçoit aussi cette mobilité de proximité et on l'anticipe. Mais encore une fois, c'est sur un temps long après que tout se construit. Mais c'est effectivement dès maintenant qu'on peut anticiper la construction de ces infrastructures douces dans les 10 ans, les 20 ans et les 30 ans à venir. Donc il faut effectivement enclencher dès aujourd'hui dans le PLU intercommunal des choses qui donneront des résultats sans doute dans les années à venir, ce qui n'empêche pas d'aujourd'hui adapter la voirie et l'espace public qu'on a pour mieux le partager, je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, et effectivement, on a des témoignages et il y a des pays sans doute qui vont plus loin que nous sur ce qu'est, par exemple en Suisse, le plan d'aménagement local, qui est un vrai plan multithématique, multisectoriel et qui va au-delà du simple document d'urbanisme réglementaire. Mais je pense qu'en France, le PLU d'aujourd'hui n'est plus le plan d'occupation des sols d'il y a 20 ans et comprend cette voie-là. Mais j'allais dire, c'est aussi vous, maintenant, dans la concertation et plus tard, au moment de l'enquête publique, à être vigilant sur le fait que le PLU contient bien tous ces éléments qui favorisent diverses mobilités et d'aller en débattre avec les élus de proximité et les élus métropolitains. Moi, je pense en plus dans le cas du PLUI, c'est effectivement le bon moment parce que ça a changé aussi les échelles de réflexion des collectifs de participation, des décideurs, parce qu'il faut penser à une autre échelle, justement, ces mobilités qui étaient déjà une réalité de vie des habitants. Mais il y a une prise de conscience que maintenant, il y a la grande mobilité, on va dire métropolitaine, et puis il y a cette échelle de la proximité et comment on articule les deux, parce qu'effectivement, il faut répondre au flux qui traverse la métropole tous les jours, et il y a besoin de ça, de ces transports, et en même temps, comment au quotidien, on génère effectivement de la mobilité de proximité. Je pense qu'il y a des expériences intéressantes quand même sur les réserves foncières qui se passent, où on essaye de pas uniquement exproprier ou préempter pour des questions de commerce ou des questions de logement, mais aussi de logements sociaux qui sont indispensables à la vie urbaine, et où quand même, alors si c'est pas du parking, il y a de la servitude qui est de plus en plus pensée dans les actions aujourd'hui de proximité urbaine. Philippe, un dernier propos de réaction ou... Bien. Non, mais c'était... le temps passe, donc on avait ramassé vos questions à destination de l'élu. Dans l'exercice, on lui a proposé de se plier aux questions de la salle. Et donc, pour faire plus court, je ne vais pas refaire passer le micro. Par contre, je vais poser vos questions. Donc, il y avait des questions sur comment répartir, donc des questions plus politiques, comment répartir les efforts financiers du PLUI sur les mobilités douces entre ville-centre, communes de la première, deuxième couronne, et les communes plus rurales. On avait une question très pratico-pratique sur un retour. Métropole à 30 km/h le 1er janvier 2016, 200 idées pour une métropole apaisée dans sa vie et aucun retour. Que faire? Donc voilà, une question sur qu'est-ce qui a été fait de tout ce qu'on avait dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réseau chrono-vélo côté Sassenage, Fontaine, Cessinet? Donc le chrono-vélo, je rappelle, véloroute protégée. Et puis une question plus pratico-pratique sur le plateau de Champagné. Donc on l'avait, j'avais oublié tout à l'heure, j'en parlais, mais c'est vrai que c'était la question politique. Peut-on prévoir une piste cyclable dans la montée de Champagné, dans le sens de la descente, pour améliorer les liaisons entre le plateau et la ville? Peut-on créer une politique autour des vélos électriques pour rallier les commerces périphériques du plateau, de Chartreuse, de Séchilienne, etc. Et puis enfin, comment délocaliser et rendre accessibles par les modes doux les organes de pouvoir, préfecture, antenne de région, rectorat, conseil départemental, tous centralisés? Est-ce qu'on ne peut pas les penser un peu plus disséminés en périphérie? Et du coup, comment repenser avec ça les liaisons en mode doux? Et enfin, pour ne pas oublier une table, j'avais aussi une question sur le câble, mais qui est hors sujet. Du coup, je vous laisserai voir en direct sur ces questions-là. Voilà. Donc, je laisse le soin à l'élu de répondre à ces différentes interpellations. Monsieur Mongaburu. Ça fait un peu christique quand vous le dites comme ça. Je vais essayer de me soumettre à l'exercice néanmoins.
et assez brièvement. La première question, qui est celle sur les efforts financiers, c'est un guide de toutes nos politiques publiques que d'arriver à équilibrer les moyens financiers sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec un effort particulièrement de la part du syndicat mixte des transports en commun, parce qu'en fait, quand on parle d'efforts financiers, c'est plus par le syndicat mixte que par le PLUI. Le PLUI va donner de la réglementation, de la réserve foncière, etc. C'est par contre le SMTC qui va apporter du service de mobilité. Et pour le coup, depuis 2014, on a fait le choix au syndicat mixte des transports en commun, très collectivement, d'améliorer les services de mobilité pour les territoires qui sont justement plus éloignés que le cœur urbain. Et de revoir d'ailleurs nos services de mobilité en termes de liaison entre les centralités, entre elles, plutôt que de voir tout à partir du cœur urbain. C'est vrai sur les transports en commun, c'est vrai sur la voiture partagée, c'est vrai sur le vélo, sur les transports en commun où régulièrement, et c'est le cas en cette rentrée, on a encore du travail à faire, on le mesure bien, mais c'est de nouveaux services de mobilité qui ont été déployés dans le Grand Sud métropolitain pour apporter de nouveaux services de bus. C'est vrai sur la voiture partagée, où nous multiplions le nombre de voitures partagées dans la première et deuxième couronne, parce que nous avions 100 voitures en 10 ans partagées qui sont installées dans le territoire. On a augmenté de 20 voitures en un an. Donc l'objectif est bien de donner une garantie de voitures partagées dans tous les territoires. C'est le chemin qui est engagé. Et sur le vélo, c'est tout aussi vrai. Les chrono-vélos ont été pensés par le comité de concertation comme des chrono-vélos qui permettent de faire les liaisons à l'échelle intercommunale et bien d'aller de Saint-Égrève au campus de Saint-Martin-d'Air, de Grenoble à Visil, de Grenoble à Hébin et de Fontaine à Mélan. Et donc vous remarquerez que je viens de citer l'une des communes où vous aviez le sentiment qu'il n'y aurait pas de chrono-vélo. Les discussions sont encore en cours d'affinement, mais l'objectif de ces 44 km de chrono-vélo d'ici 2021, c'est bien de relier l'ensemble des communes entre elles pour permettre de la moyenne distance à vélo pleinement sécurisée, justement. Ça commence par le cœur métropolitain, parce que c'est là que se passe le nœud du réseau. Mais l'objectif, et nous aurons dès l'année prochaine des livraisons, les premières chrono-vélos, là, nous aurons quasiment fini l'axe depuis Saint-Égrève jusqu'à Grenoble, et l'année prochaine de Grenoble à Saint-Martin-d'Air en début d'année 2018, de la même façon que nous présenterons dans les mois à venir la chrono-vélo de Grenoble à Visil. Donc l'effort financier, il porte bien sur les éléments qui permettent de faire les liaisons entre nous et à l'échelle des 49 communes. La deuxième question piquante était sur la boîte à idées. Puisque effectivement, quand on a engagé la démarche Métropole apaisée, la première étape de la démarche Métropole apaisée était un changement réglementaire, de considérer que le 30 devenait la règle et que le 50 était l'exception, donc une inversion de cette logique, justement pour faire la modération de vitesse qui permet de plus facilement avoir une cohabitation dans l'espace public. Nous avons désormais finalisé le guide des espaces publics et de la voirie, et nous aurons l'occasion, sur les quelques idées qui ont émergé dans la boîte à idées, et ce qui est hyper intéressant et heureux, c'est que des idées les plus intéressantes comme les plus saugrenues nous sont venues de la diversité de la métropole et pas d'un seul territoire, ont bien été reçus et étudiés. Je crois même que certaines ont été réalisées. Alors on n'a peut-être pas répondu, et il faut qu'on progresse dans la relation aux usagers, mais même certaines des propositions qui avaient été faites ont d'ores et déjà été mises en œuvre. J'en ai quelques-unes en tête pour l'illustrer. Sur la piste cyclable Champagné, on aura l'occasion d'en rediscuter avec quelques éléments qui permettent de progresser, puisque du coup sur le schéma cyclable qui sera partagé en octobre dans les comités de déplacement, c'est que le SMTC organise 3 fois l'an des comités de déplacement, et ceux du mois d'octobre seront notamment consacrés au schéma cyclable. On aura l'occasion d'en présenter avec un élément dont il va falloir que nous arrivions à convaincre ensemble la préfecture, c'est que la préfecture ne nous permet pas toujours d'augmenter les moyens, que ce soit en termes de pistes cyclables sécurisées ou en termes de transport en commun, dans certaines zones, et c'est notamment le cas de ce secteur, sur lequel nous avons des discussions un peu sérieuses à avoir avec l'État, qui, au nom d'un risque technologique, nous empêcherait
de faire des aménagements cyclables ou des aménagements transports en commun, mais ce qui n'aurait que pour effet d'augmenter le risque technologique et sanitaire, puisque du coup, chacun deviendrait encore plus dépendant de la voiture. Donc il y a là une contradiction de la part de l'État dans ces demandes, face auxquelles il faut que nous arrivions à le mettre ensemble face à ses responsabilités. Ça me permet d'ailleurs, sur le vélo assistance électrique, de vous dire que nous aurons de belles annonces à faire localement dans les semaines à venir. On a un sujet de vélo assistance électrique, au moins pour 2 cibles. Ceux qui ont besoin de pouvoir tester le vélo avec moindre effort, soit dans une phase de test avant d'aller vers le vélo, soit parce qu'il y a des côtes. Et dans notre territoire, nous avons la chance d'avoir un cœur urbain qui est particulièrement plat. Et c'est une chance, mais on a aussi des côtes. Donc il faut bien le faire et laisser place au vélo à assistance électrique. On aura l'occasion d'y revenir dans les mois à venir. Ça sera au cœur de la politique métropolitaine. Pour le moment, le débat, et j'ai la petite fierté d'avoir réussi à faire faire au GART, qui est l'autorité, le rassemblement de toutes les autorités de mobilité de l'ensemble de la France, et qui viennent faire pour la première fois un communiqué pour défendre le vélo. C'est la première fois de son histoire, pour appeler le gouvernement à la raison et maintenir la prime d'aide à l'achat pour le vélo à assistance électrique, parce que autant il faut soutenir l'émergence de la mobilité électrique pour les véhicules motorisés, autant il faut le faire aussi pour le vélo. C'est autant nécessaire d'agir sur la mobilité électrique avec ces 2 outils. Dernière chose sur les organes de pouvoir, et je crois que j'aurais fait le tour. Sur les organes de pouvoir, ce sont de vraies questions, et des questions symboliques, mais vous l'avez posé à travers les organes de pouvoir. On pourrait le poser à travers des gros équipements aussi, comme celui où nous sommes ici. Et sur ces gros équipements, il faut à la fois veiller à ce qu'ils ne soient pas tous concentrés dans le même lieu, ne serait-ce que pour des raisons symboliques, et le symbolique dans un territoire et dans un commun, c'est important. Ceci étant dit, les gros équipements, c'est aussi des gros générateurs de déplacement. La meilleure façon pour les équipements qui sont de gros générateurs de déplacement d'avoir une alternative à la voiture, c'est justement qu'ils soient accessibles en transport en commun, et donc plutôt dans des territoires denses et qui sont dans une centralité. Après, nous avons la chance dans notre métropole d'avoir plusieurs centralités, donc il faut peut-être répartir dans les plusieurs centralités. Je crois que avant de questionner les organes de pouvoir, nous avons intérêt à nous questionner sur le maintien en proximité des emplois, le maintien en proximité des commerces, et nous savons que ça dépend de la politique commerciale d'un territoire, de savoir si nous favorisons le commerce de proximité et de ville, ou si nous favorisons la croissance des grandes surfaces. Et il y a une contradiction entre les deux, et nous ne pouvons pas continuer à tourner autour du pot sur ce sujet-là. Il faut qu'à un moment donné, nous fassions un choix de société en commun sur quel est le commerce qu'on veut favoriser. Et je pense que celui de proximité crée beaucoup plus de déplacements que les lieux de pouvoir que vous avez cités. Et le dernier, c'est tous les équipements de proximité. On peut penser à nos écoles, à nos collèges, à nos lycées, où est-ce que nous les implantons. On peut penser aux salles d'activités sportives ou culturelles, qui sont beaucoup plus créateurs de multiples déplacements qui concernent beaucoup plus de monde que les quelques lieux de pouvoir que vous avez cités. Voilà, et j'en ai une petite dernière, puisque j'avais oublié de ramasser une fiche. Donc c'était quel est le véritable levier, selon vous, pour faire évoluer les modalités de transport et les pratiques? Est-ce que c'est des incitations à certaines pratiques, le développement d'infrastructures dédiées ou autre chose? Qu'est-ce que vous considérez comme étant le levier réel pour faire évoluer ces mentalités et pratiques? L'accompagnement. L'accompagnement, les incitations et le fait de savoir s'adapter à chaque usage. On a souvent l'habitude de penser les déplacements à partir d'un seul modèle et d'un seul déplacement théorique qui n'existe pas en fait, mais pour personne. Et il faut qu'on arrive à penser la diversité des territoires, la diversité des besoins et des usages, rentrer dans un débat un peu plus agnostique et un peu moins croyant. En réalité, il y a un mode de déplacement qui est assez universel, c'est la marche. Et si on repense le territoire et chacun des modes de déplacement à partir de celui-ci, nous avons un merveilleux commun à nous tous, quels que soient nos genres, quels que soient nos âges, quelles que soient nos couches sociales. Ça nous permet par ailleurs de repenser le territoire à partir de l'humain plutôt qu'à partir de l'infrastructure. Très bien. Donc je vais aussi proposer aux autres intervenants,
Je leur en avais pas parlé, mais il faut aussi qu'ils aient leur surprise. Peut-être par rapport à ce qui est arrivé comme question, comme type de question, comme type de choses, peut-être une phrase en réaction ou une posture ou quelque chose que vous auriez aimé dire ou ajouter. Je vous rappelle qu'on est sur le mode de la conférence inversée, donc on a commencé par les questions du public. Maintenant, on vous laisse aussi proposer, en très peu de temps si possible, votre vision, vos envies et puis vos sujets. Je vais proposer qu'on commence par Nicolas et puis on terminera avec Yann Mongaburu sur son ressenti, pareil en 2 minutes, sur les différentes choses qui ont été abordées, en quoi ça peut aussi faire évoluer sa vision, ou en tout cas la vision des services aussi sur ces questions de mobilité. Nicolas, peut-être pour une première phrase, enfin en tout cas idée de conclusion ou d'ouverture. Ouais, j'ai effectivement la sollicitation de fin de conférence me surprend un peu, j'y ai pas forcément réfléchi. Donc si les collègues à côté de moi ont une idée, non, mais enfin oui, j'en ai un peu parlé vers la fin, mais ce qui me paraît important, et c'est ce qu'on essaie de mener nous quand on accompagne les collectivités locales, c'est de sortir de cette approche un peu technicienne, un peu descendante, et de se dire que c'est en concevant l'espace public, en concevant la ville, avec ceux qui la vivent au quotidien, avec les habitants, avec les usagers. C'est comme ça, je pense, qu'on apporte les meilleures réponses. Donc voilà, on a plusieurs expérimentations, expériences de démarches participatives, de démarches concertées, et on se rend compte que ça influe très sensiblement le résultat. Et à la fois, ça permet de faire une ville plus adaptée à ses habitants et à ceux qui la fréquentent, et ça permet aussi, d'un point de vue plus collectif, de répondre réellement aux attentes, de faire des économies, hein, parce que lorsqu'on rate un aménagement et qu'on constate qu'il n'est pas conforme aux usages, il faut réintervenir, il faut réinverser ce qu'on avait prévu initialement. Donc ce que j'ai envie de retenir peut-être en guise de conclusion, c'est cet intérêt, et je pense qu'il commence à être partagé de plus en plus par tous, d'associer les habitants, les salariés, les gens qui vivent la ville, dans des démarches de planification comme les PLU, et d'essayer d'aller jusqu'au bout de la chaîne, après, du projet, de l'aménagement de la rue devant chez soi, quoi. Donc essayer d'avoir cette relation entre décideurs et habitants sur toute la chaîne de décision, jusqu'au projet, jusqu'à la réalisation. Merci. Bon, voilà, Sophie Louragan. Tout est dit. Ah non, il faut trouver une autre idée. Oh ben non, trouver une autre idée, on a quand même, on peut que partager ce qui est dit. Peut-être dire que les incitations qui sont faites aujourd'hui dans les métropoles, alors il y a Bordeaux, il y a Rennes, il y a Grenoble qui s'y met, d'accompagner. Moi, j'insisterai plus aussi sur l'accompagnement, sur gérer sa mobilité, ses temps de mobilité, et sur les alternatives, les reports de mobilité. Alors on parle, la fin du diesel, etc. Il y a plein d'initiatives pour lâcher sa voiture pendant 1 mois, etc. Mais d'être accompagné soit quand on est seul ou dans les familles, etc., autour de faire autrement les temps de mobilité. Et il y a des expériences où pendant un mois, on laisse ses clés de voiture, on la récupère qu'après, et donc on s'organise. Mais donc la métropole a un vrai travail pédagogique à faire sur la question de la mobilité, et de la mobilité autrement, et pas l'imposer comme une injonction. Parce qu'elle est vécue aussi comme une injonction, ces questions de on doit faire autrement, on ne doit plus faire comme ci, et donc on trie mal ses déchets, on est des mauvais, surtout les périurbains, on est des méchants qui polluent la ville. Donc il y a aussi une incompréhension. Et donc la question de la pédagogie, elle est très importante dans ce moment où on cherche à faire autrement des nouveaux usages, de la réversibilité dans les métropoles. Et donc l'accompagnement au plus près en disant oui d'accord, on est tous là dans ce collectif à réfléchir comment on fait moins de pollution, comment on travaille à accéder à la ville. Et l'accompagnement, c'est mettre en place des dispositifs concrets, quelles que soient ces catégories sociales, pour pouvoir avoir un report modal qui corresponde aussi à des temps de vie, à des temps de travail, à des temps de formation, à des temps de loisirs. Et donc ça se travaille dans cet accompagnement. Voilà. Et c'est vrai que peut-être, j'incite, le politique, dans la proximité métropolitaine qui se met en place, ce serait peut-être une fonction aussi sur certaines communes qui sont qui continuent à être investies sur l'urbanisme et qui n'ont plus la compétence, de retrouver aussi des cœurs de compétences sur ces sujets-là. Merci. Philippe Zanola. Eh bien, moi, je trouve qu'on a été très techniste dans ce débat, et qu'on a oublié juste un truc, c'est la marche. Les 3/4 de déplacement, dans les enquêtes ménage déplacement, les 3/4 des déplacements des gens sont inférieurs à 3 km. Et quel est le meilleur moyen pour faire 3 km que la marche? Voilà.
Alors, pourquoi on ne marche pas? C'est intéressant. Dans les centres-villes, on ne marche pas. Dans les centres-bourgs, on ne marche pas. Parce qu'on a complètement stérilisé nos rues. Stérilisé au sens où il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Et stérilisé au sens où il n'y a plus de contact humain. Pourquoi? Quand on sort de chez soi, dans son appartement, on bute sur le trottoir sur une voiture en stationnement. Si on veut voir un voisin en face, il faut traverser une rue. On rebute sur une file de voitures en stationnement. Donc ça a complètement squeezé les rapports humains, tout ça. Donc ça, c'est vraiment une action à faire, c'est de reconquérir nos rues. Alors, bon, moi j'aime bien parce que nos amis québécois, qui sont aussi partis de Rue de l'Avenir Québec, ils ont identifié 11 actions pour obtenir une ville marchable. Ils parlent de ville marchable. Donc il y a les actions de réduction de vitesse, de partage de l'espace public, ça d'accord. Mais ils parlent aussi de stimuler l'attachement des citoyens à leur quartier en les associant au design de l'espace public. Ça, je trouve ça formidable. D'impliquer la communauté dans la transformation du quartier, de passer de la planification à l'action et d'avoir les moyens de ses ambitions. Voilà, je trouve que c'est une belle conclusion, c'est savoir ce que l'on veut et puis se donner les moyens de l'obtenir. Parfait, merci. Donc, je vais demander à Yann Mongaburu de se plier au même exercice en pointant peut-être ce qui retient des échanges, des questions et puis des interventions. Je vais le faire, vous me permettrez aussi d'avoir un petit rapport d'étonnement. Ça a été dit, 75% de nos déplacements... Non, pardon, c'est pas celui-là que je voulais indiquer. 50% de nos déplacements font moins de 3 km. 75% des déplacements de 1 à 3 km, je parle de notre territoire. Dans notre territoire, 50% des déplacements font moins de 3 km. Et je ne parle pas de notre territoire au sens de la commune de Grenoble, je parle bien du territoire de la métropole grenobloise. 75% des déplacements de 1 à 3 km sont faits en voiture. Dans notre territoire. 25% des foyers ne possèdent pas de voiture dans notre territoire à l'échelle de la métropole. C'est encore plus à Visil. Territoire pas très urbain. Et un dernier chiffre que je voudrais vous livrer, 25% de nos déplacements sont en lien avec le travail. Et donc 75% avec autre chose que le travail. C'est pour prendre la mesure de combien nos débats habituels sur le déplacement peuvent être un peu éloignés de la réalité de ce que nous vivons tous les uns et les autres, quelles que soient nos conditions sociales et nos lieux d'habitation. On a souvent l'habitude de penser les déplacements à partir de la moyenne et de la grande distance, à partir du travailleur, du cadre supérieur, qui est quelqu'un de très important. Je rentre typiquement dans toutes ces cases. Je voudrais vous inviter, les uns et les autres, à ne plus jamais laisser le monopole des débats sur les déplacements à ceux que j'appelle les hypermobiles. Soit chez les aménageurs, soit chez les professionnels, soit chez les élus. Tous les débats de déplacement sont monopolisés par les hypermobiles. Remontez votre niveau d'exigence, remontez l'écho de votre parole pour faire vivre la diversité, celle qu'on a touchée, effleurée à peine ce soir. La diversité territoriale, la diversité sociale, la diversité de genre, la diversité des horaires de la vie. Parce que quand on recommence à penser en termes de diversité, on sort un peu des débats éculés des années 70, pas très agnostique, mais pour le coup très monopolistique d'une certaine frange de la population. C'est ce qu'on a modestement essayé de faire, et je dis bien modestement, mais montez votre niveau d'exigence, ça nous aidera à aller plus loin, lors des concertations jusqu'à présent. Sur le guide des espaces publics et de la voirie qu'on a élaboré avec mon collègue Ludovic Bustos à la métropole et en lien avec les 49 communes du territoire, on a commencé par aller écouter les enfants, les anciens et des groupes de femmes, pour essayer de mettre autour de la table ceux qui n'y sont pas dans les lieux de décision ou de conception. Quand on a lancé l'élaboration du plan de déplacement urbain, on a commencé par faire un panel citoyen de personnes tirées au sort, en demandant à ce qu'il y ait bien un équilibre territorial, un équilibre d'âge, un équilibre de genre.
pour essayer de mettre autour de la table les profanes des déplacements, ceux qui ne sont pas experts. Mais ça tombe bien, parce que ceux qui ne sont pas experts, c'est ceux qui se déplacent tous les jours. Et qui ont peut-être quelques éléments à dire. Dès qu'on remet de la diversité, dès qu'on monte l'exigence, quand on empêche que le débat soit monopolisé par une certaine frange, très homogène socialement, je pense qu'on y gagne toujours dans le chemin qu'on construit. Le deuxième élément que je voudrais vous livrer comme étonnement, et vous m'excuserez, c'est une réaction à certains propos que j'ai entendus aujourd'hui, je crois qu'il faut sortir de ce mantra ou de ce rêve d'un jour la voiture n'existera plus. Parce que maintenir ce mantra, ce fantasme ou ce rêve, c'est la meilleure façon de ne pas bosser sur la voiture de demain. Nous aurons besoin de voitures en 2030 et même en 2040. Sûrement pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais si on veut que la voiture en 2030 ou en 2040 soit différente de celle d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut s'atteler à la transition de ces véhicules. C'est vrai pour la sortie du diesel et d'autres motorisations. C'est vrai sur est-ce qu'on a besoin de tous posséder une voiture ou est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans un nouveau modèle économique où on en aurait un usage et du coup on pourrait non plus posséder mais avoir accès à 4 ou 5 types de voitures différentes en fonction de notre besoin. C'est vrai sur l'occupation des véhicules. On a un merveilleux outil conçu pour transporter 4 à 5 personnes qu'on utilise en moyenne à 1. On est d'une irrationalité folle. Et donc je pense que la question de la voiture, c'est un débat de la transition. Ce n'était pas le débat de ce soir, sauf qu'on avait fait une soirée sur les voitures en 2030 au musée de Grenoble. Vous étiez 700 à participer à cette soirée, donc vous connaissez le sujet. Et je voudrais dire 2 dernières choses, si vous me permettez en conclusion. Il faut probablement qu'on mette au cœur du PLUI la question, vous l'avez soulevée, des porosités, parce que c'est bien joli de discuter de l'inversion des logiques sur le réglementaire. Si on n'arrive pas à faire les réserves foncières, les réglementations qui permettent la porosité, la lisibilité des cheminements pour les piétons comme pour les cycles à ce moment clé, nous savons que pour des années, nous nous empêchons de faire. Nous avons là une clé qu'il faut sûrement qu'on arrive à relever ensemble. On a quelques outils pour le faire, il nous reste quelques semaines, quelques mois. C'est un enjeu qui est majeur parce que c'est celui-là qui nous donnera le moyen de réussir l'inversion de logique pour partir du piéton et penser ensuite les autres outils de déplacement. On a sûrement aussi la question de quand on parle d'un mode de déplacement, de les penser tous et pas spécifiquement la voiture. Et je pense notamment sur le stationnement, où il faut penser évidemment le stationnement des véhicules motorisés, il faut sûrement penser le stationnement d'autres véhicules, et je pense au vélo. Et la dernière chose, ça ne relève pas du PLUI, mais c'est tellement au cœur de tout ce qu'on s'est dit qu'il faut que parallèlement nous le pensions, c'est la question de l'accompagnement. Pourquoi l'accompagnement? Parce que c'est la seule façon de ne pas laisser chacun en situation de solitude et donc de peur face aux changements que nous avons engagés. Il faut qu'on arrive à changer assez radicalement nos déplacements dans les années à venir. Il faut surtout qu'aucun d'entre nous ne se retrouve en situation de solitude face à cette transition. Il faut qu'ensemble, nous arrivions à nous accompagner pour la faciliter. Merci. Merci. Eh bien, merci à tous aussi pour votre participation. Je crois qu'on a réussi à tenir presque les délais, à 6 minutes près. Merci pour vos efforts aussi de synthèse. Prochain rendez-vous, je les ai oubliés, mais il nous reste encore 2 conférences débats, enfin 2 conférences inversées ou conférences débats menées dans le cadre du PLUI. Une sur les risques naturels et technologiques, et puis la dernière, j'ai complètement économie. Voilà, quand même un sujet aussi éminemment important qui a traversé une partie des débats ce soir. Merci à nos intervenants aussi pour avoir été brefs, concis et en même temps plein d'enrichissement. Et merci à tous pour votre participation et à très bientôt.